They want me to have sex with a pig. Live on television this afternoon. Bonjour, c'est Benjamin. Et Nils. Et c'est Reboot by Sérimania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un hier et un ailleurs, une face cachée. On revient tous les mois. Et plus si affinité. Ce mois-ci, on sort ses mouchoirs, on complote, on s'inquiète, on prépare son bunker ou son exil au pays qui ne te ressemble pas. Bref, c'est pas la fête. Ce mois-ci, Benjamin, on a le somme. Ce mois-ci, c'est... Ce n'est pas une, non, ce n'est pas deux, non, ni même 3 ou 4 utopies, c'est dystopies. Car si vous vous étiez trop habitué aux bonnes nouvelles qui n'en peuvent plus de tomber, la 4e saison de La Servante écarlate de Bruce Miller vient d'arriver sur OCS pour vous rappeler au pire. Aunt Lydia, you've spent 2 weeks being interviewed by the Eyes. 19 days, the interview, Commander. It was a bit more than 2 weeks. Yes. Pray, excuse my error. This council has concluded that you will not be the subject of further discipline in this matter. Thank you. Normalement, en regardant cet extrait de la saison 4 de La Servante écarlate, vous n'avez pas envie d'y passer vos vacances. Ah, 3 fois non. Logique, il s'agit d'une dystopie, c'est-à-dire l'inverse, l'envers d'une utopie. Un cauchemar, un repoussoir, l'utopie des autres, des très très méchants. Dans La Servante écarlate, il s'agit d'un monde fantasmé par Margaret Atwood dans les années 1980, d'après le puritanisme fondamentaliste américain le plus radical qu'il soit, s'il n'a jamais été. Une dictature mise en place dans un moment de décadence où la fertilité bat de l'aile, où le moindre bébé est bien trop précieux pour le laisser entre les bras de ses parents. Du strict point de vue de sa définition, il s'agit là d'une pure dystopie. Car disons-le, personne ne s'entend vraiment sur les limites du corpus du genre. Mais ici, pas d'hésitation. Le cœur de l'intrigue repose entièrement sur un cauchemar social et politique. Il s'agit d'une contre-utopie ou d'une anti-utopie. Car les concepts d'utopie et de dystopie remontent en fait au même ancêtre commun, l'utopie de Thomas More, écrite en 1516 et en latin, qui entendait montrer comment une société idéale peut corriger les défauts de l'homme et l'élever. Le terme est un néologisme grec, mélange de utopos et de eutopos, c'est-à-dire à la fois l'endroit qui n'existe pas et l'endroit heureux. L'ouvrage est une parabole politique, si l'on veut, dont le succès sera immense et les imitations et hommages nombreux. La dystopie mettra un peu de temps, elle, à s'affirmer comme un genre à part entière. Le XXe siècle, bien servi en dictature, génocides et totalitarisme, sera son jardin. Jack London, H.G. Wells, au début du XXe siècle, s'y essaieront. Puis plus tard, ce sera les triptyques des grands classiques, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. À la télévision, la dystopie est présente depuis le début, comme une sous-catégorie du fantastique ou de la science-fiction. On en trouve dans Doctor Who, dont on parlait dans l'épisode consacré à Russell T. Davies. Mais aussi, par exemple, à la fin de ce célèbre épisode de la 4e dimension de Rod Serling, L'œil de l'admirateur, où l'on découvre un avenir où les critères de beauté et de laideur sont inversés, mais également dirigés par un dictateur exigeant que tous les habitants du pays soient identiques physiquement autant qu'idéologiquement. On this planet or wherever there is human life, perhaps out amongst the stars. Beauty is in the eye of the beholder. Et l'on peut même lire la fameuse série Le Prisonnier de 1967 sur ITV comme une sorte de dystopie sécuritaire et technologique. Quelque chose qui tient en tout cas autant, sinon plus de la science-fiction sous texte politique que du simple thriller d'espionnage. Il ne va pas falloir attendre longtemps pour que la dystopie se répande encore plus largement à la télévision, principalement au tournant des 2 siècles. You take sugar. Bien entendu, à la télévision comme ailleurs, un genre n'existe pas longtemps sous sa seule forme pure. Il se mélange, se métisse, contamine les genres voisins. Imaginez que ce soit cette fois la technologie qui tourne mal.
ou plutôt notre usage de la technologie. C'est le sujet de l'une des anthologies de science-fiction récentes les plus populaires, Black Mirror, de l'anglais Charlie Brooker, né sur Channel 4 en 2011, puis poursuivi sur Netflix. Chacun de ces épisodes dépeint en effet une société dystopique différente, née à chaque fois d'une dérive technologique. Mais le cauchemar part souvent d'un rêve ou d'un fantasme. En témoignent ces nombreuses fictions androïdes ou robotiques qui montrent un monde délivré, entre autres choses, d'une partie du sale boulot. Et parfois même de l'ennuyeuse question du désir ou du consentement. Ainsi, dans l'excellente première saison de la suédoise Real Humans, en France diffusée sur Arte et créée par Lars Lundström, une population de robots humanoïdes semblait accomplir le vieux rêve du docteur Frankenstein et libérer l'humanité d'une grande partie de sa charge mentale. Mais pendant qu'on y est, tant qu'à libérer l'humanité, la médecine et la technologie peuvent bien aller au bout des choses. Par exemple, dans la série d'Arte Ad Vitam, de Thomas Cayley et Sébastien Mounier, un Ivan Attal centenaire mais alerte mène l'enquête sur une curieuse épidémie de suicide à une époque future où l'on a pourtant enfin réglé son compte à la mort. La dystopie est également très présente dans une certaine forme de fantasy ou de science-fiction destinée aux adolescents ou aux jeunes adultes que les Américains appellent Young Adult et qui a été popularisée par le succès en librairie de sagas comme Hunger Games ou Divergente. C'est dans cette lignée que s'inscrit la récente 3%, série brésilienne de Pedro Aguilera découverte sur Netflix. Dans un futur proche, les survivants d'une catastrophe globale sont divisés entre riches et pauvres, ces derniers pouvant prétendre à leurs 20 ans postuler une fois par an à une sélection qui n'en retiendra que 3% et laissera 97% d'entre eux sur le carreau. Nove cubos? Você passou. 8 e mais cubo de cubos 9. Você passou também. Fora. 9. 11. Dans le Young Adult, le sous-texte politique est toujours présent, même s'il se fait plus discret. Les jeunes protagonistes évoluent dans un monde façonné par leurs aînés, injuste et inégalitaire, qu'ils rejettent. Une génération a créé une société dystopique, la génération suivante se révolte et la combat. Por que eu acho que eu posso passar no processo? On le voit dans 3% comme souvent ailleurs. Le plus fidèle allié de la dystopie, c'est la catastrophe ultime, l'apocalypse, l'Armageddon, appelez ça comme vous voulez tant que l'humanité en sort décimée. À ce titre, les séries post-apocalyptiques sont très souvent dystopiques, parfois comme un sous-genre, parfois à cheval sur dystopie et autre chose. Les années 2000 et 2010 en regorgent. Hier, sur CBS, dans l'oublié Jericho, de Stephen Chbosky et John Turturtaub, ou aujourd'hui, sur The CW, dans la populaire The Undread, de Jason Rothenberg, l'histoire est semblable. Celle d'une nouvelle et jeune génération qui doit apprendre à vivre ensemble après la catastrophe et à reconstruire une société en dépit des pires penchants de la nature humaine. Prenons les paris cependant que le retour en grâce depuis une vingtaine d'années de la bonne vieille pandémie mondiale, pendant biologique de l'apocalypse nucléaire, est loin d'être un feu de paille. Ainsi, juste avant l'épidémie de Covid-19, la danoise Rain de Yannick Tai Mosholt, Eben Toft Jacobsen et Christian Potalivo avaient imaginé un virus véhiculé par la pluie. Mais surtout, on pense à la formidable aventure zombie de Frank Darabont et Robert Kirkman, The Walking Dead, qui montre une parfaite logique dystopique à l'œuvre. Le plus important dans tout ça, c'est bel et bien la société que l'on est en train de reconstruire. Qu'avons-nous fait pour en arriver là, mais aussi comment allons-nous faire pour nous en sortir? On peut difficilement faire plus politique, au fond, difficilement plus social. Go ahead. I say there's a place for us, but maybe it's just another pipe dream. Maybe I'm fooling myself again. Well, why don't you go and find out yourself? Sans surprise, et puisque l'on parle pandémie, on considérera que le catastrophisme sériel est bien sûr lié au pessimisme du moment présent.
En témoigne justement la fascination contemporaine pour de grandes dystopies littéraires cultes qui redeviennent des best-sellers de librairie comme La Servante écarlate de Margaret Atwood, mais aussi La Grève de Ayn Rand, originellement parue en 1957. De même, pensons aux cauchemars d'un passé alternatif, autre forme de dystopie, qui donneront lieu à un véritable sous-genre, l'Uchronie. Pardon, mais on me dit en régie qu'on consacrera un reboot aux Uchronies. Alors si tu voulais bien laisser ton passé alternatif où il est, on peut ajouter cependant que la dystopie touche aujourd'hui toutes les cultures télévisuelles. Anglo-américaines, certes, mais aussi françaises, scandinaves, brésiliennes, ou encore très récemment indiennes, avec Leila sur Netflix, d'après un livre de Prayag Akbar, qui vise assez explicitement le parti au pouvoir au tournant des années 2020 et l'homme fort du sous-continent, Narendra Modi, que l'on devine sans peine sous les traits du docteur Joshi et de sa nation Aryarvarta. Sir, I found them. They are at the garbage dump. Ou plus près de nous, de l'autre côté des Pyrénées, l'espagnol La Balia, de Daniel Essira, qui évoque l'effondrement économique et politique de l'Espagne dans un contexte pandémique et le retour d'un régime néofasciste, tandis que l'on suit la quête d'Hugo prêt à tout pour retrouver sa fille. Siguiente. Que les dystopies, toutes les dystopies parlent avant tout de leur propre époque, c'est finalement une évidence, même si toutes ne le disent pas aussi explicitement, par exemple, que Years and Years de Russell T. Davies, qui invente jusqu'aux minutes qui suivent immédiatement notre temps présent. Europe is punishing us. They're imposing embargoes, export tariffs and border restrictions. We're fed up. And what are you doing? Nothing. Cette proximité avec le monde dépeint induit deux conséquences. On rentre plus facilement en empathie avec des personnages qui vivent finalement des choses qui pourraient nous arriver, et on se rend compte que les graines d'un futur cauchemardesque sont bel et bien déjà plantées. La science-fiction peut enfin prendre directement à partie le présent. Les séries peuvent dire les présents un peu minables aussi bien que les lendemains tragiques. Dans Futurama, l'hilarante série animée de Matt Groening, le créateur des Simpsons, c'est aujourd'hui que cela va mal. Et le monde dystopique de demain n'est qu'une répétition sur le mode de la farce d'un présent consternant, comme en témoigne le voyage dans le temps de son héros Fry, livreur de pizza expédié 1000 ans dans le futur. On l'aura compris, la dystopie, sous ses oripeaux d'exercices de style pour amateurs d'imaginaire, parle toujours de son époque, de l'actualité. C'est un exercice de réflexion sur le présent, qui reflète ainsi les craintes et les espoirs de ses auteurs et de leurs contemporains. C'est ainsi que l'on voit La Servante écarlate épouser les thématiques des différentes époques qu'elle traverse. Écrite dans les années 80, elle est adaptée en série dans les années 2010, pile au moment où le vote fondamentaliste chrétien reprend justement du poil de la bête avant l'élection de Donald Trump. Rien d'illogique. Au fil des saisons, elle va cependant glisser progressivement vers une intrigue plus féministe, plus radicalement centrée sur la question du genre. Le fond de l'ère contemporain à nouveau, celui qui effraie. Ce 6e épisode de Reboot by Sérimania touche à sa fin, et histoire de se détendre un brin, on a tous mérité le traditionnel petit jeu de fin de vidéo, celui qui annonce l'épisode du mois prochain, un Reboot Express. Cette fois-ci, on cherche une année. L'année du premier voyage d'une femme dans l'espace. So tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Is this okay? When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me. I love you.